Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Jérôme Guiron, fondateur des Reactors. Salut Jérôme, ça va bien? Salut Caro, ça va? Et toi? Très bien. Écoute, je t'ai fait venir ici pour que tu nous parles un petit peu plus de ton podcast Reactor. J'aimerais savoir un petit peu les études que tu as fait pour venir ici. Moi, j'ai fait d'aéronautique aérospatiale, donc profil technique. J'ai fait ça un peu par faux parce que à la base, je voulais faire de l'informatique, mais j'étais toujours intéressé par l'aspect comprendre les choses, tu vois, Ouais. comprendre comment ça marche les choses. Mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas cet aspect humain que moi j'aime beaucoup. Hmm. Plutôt dans mes jobs. Et en gros, moi, je suis pas bon à être derrière un ordi à coder toute la journée. Donc, mais c'est bien de le savoir, tu vois, c'est ce qu'on n'aime pas faire. Hmm. Et puis j'ai un profil un peu couteau. C'est bien ça. Ouais, je m'intéresse un peu à tout. Et ouais, c'est super cool. Mais j'aime bien l'humain, tu vois. Ça me manque un peu. Parler à mon ordinateur toute la journée, ça me saoule un Ouais, peu. c'est pas très drôle. Non, c'est pas très drôle. Et du coup, je me suis vite dirigé vers le marketing et la vente, mais en autodidacte. J'ai pas de MBA, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas même pas Ah un ouais, seul morceau de papier qui dit que je sais faire de la vente, mais je pense que j'ai bien appris en autodidacte. J'ai bûché mes livres et tout ça. autodidacte. Ouais. Hmm. Et j'ai vendu, tu vois. Bon bah alors t'as J'ai- fait tes preuves. Exactement. Et aujourd'hui, tu vois, j'aime bien dire que je suis technico-commercial. Ouais, ok. Ouais. Je comprends la tech. Hmm. Je veux pas la faire. Que c'est des gens très compétents à le faire, Ouais. mais j'arrive à la comprendre et du coup à l'appliquer à des gens et à résoudre des problèmes. Moi, ce que j'adore Ah, par-dessus tout, j'ai trouvé c'est des... résoudre des problèmes. Et après, du coup, j'ai double expérience France-États-Unis. Hmm. Je fais super héros en France et Georgia Tech aux États-Unis. Et cette expérience aux États-Unis m'a marqué. Enfin, 2 ans aux États-Unis. Oui, forcément, ça laisse des traces. C'est ça, exactement. Bon, alors on est ici pour parler de Reactor. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est Reactor? Alors, Actor, c'est venu d'un constat. Moi, j'ai lancé ma boîte, on en reparlera. J'ai lancé ma boîte il y a 5 ans et en fait, j'étais ingénieur. J'étais vraiment le profil typiquement. J'avais pas les outils, j'avais pas l'entourage qu'il fallait pour vendre. Hmm. J'ai fait un incubateur à Orsay qui s'appelle Incubaliance, qui a à peu près compris ce que je voulais faire. Ah. Mais en gros, il y avait un énorme step entre réussir à prendre mon produit et d'en faire un business. Et j'ai fait plein d'erreurs. Et en fait, j'ai jeté l'éponge, bon, on en parlera. Et en fait, après, j'ai été dans un accélérateur et en fait, j'ai bossé dans un accélérateur. Donc, parce que je comprenais qu'il fallait vendre, lever des fonds et tout ça. Et en fait, j'avais en face de moi 10 versions de moi-même et à ce moment-là. Et comment t'as eu cette idée de créer Reactor? Bah en fait, je me suis dit quand t'as déjà lancé ta startup, quand t'as déjà le pas et tu t'es lancé, t'as fait ta rupture conventionnelle, tu t'es arrêté, enfin tu t'as tout largué. Hmm. Mais il y a cette étape avant où t'es encore en labo, t'es encore, je sais pas, dans des grands groupes. T'as pas, tu vois, dans ton entourage, tout le monde est ingénieur, tout le monde est cadre. Hmm. Et que tu fais comment en fait pour te lancer, avoir les armes, les outils pour dire en fait je vais valider d'abord mon truc avant de me lancer. Et ouais. Et en fait, enfin sinon tu te retrouves à avoir des boîtes d'ingénieurs qui embauchent des ingénieurs Hmm. ou des marketeurs, hein, enfin tu vois, ou de l'impact, ou des coms qui embauchent des coms parce qu'ils connaissent que ça, alors que, enfin t'as des trucs à avoir. Et du coup, moi j'écris aujourd'hui pour ça, pour ces gens-là qui sont encore seuls, alors peut-être avec leur cofondateur, mais qui ont une belle idée, Ouais. qui aimeraient en faire une belle société. Et j'en connais, en fait, j'en connais dans mes amis, tu vois. Aujourd'hui, je me dis une part de moi écrit et parle pour ce genre-là. Ah, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui des boîtes qui voient pas l'intérêt d'utiliser le marketing? Ah, grand sujet. Là, en fait, je trouve que, enfin, je vais être cru, mais elles ont rien compris. Parce que, en fait, c'est quand tu développes un peu ton marketing de la société, mais aussi de toi-même, hein. Mm. On se vend. Oui, ouais. Le marketing et la vente, au début, de toute façon, ces marketing sont ensemble. T'as besoin de faire du marketing, même bien avant que t'aies fait le moindre truc. Et ouais, c'est ça. Et je vous invite à aller regarder, je t'invite aussi à regarder The Exploration Company, qui est une société qui construit un vaisseau pour emporter des hommes et du matériel sur la station spatiale, sur la Lune plus tard. Et en fait, leur truc il commence à être prêt aujourd'hui, mais ça fait 3 ans qu'ils en parlent et ils ont montré vraiment littéralement les plans sur tu laissais le mouchoir, vraiment le mythe du mouchoir dans le restaurant, Mm. où ils ont dit, attends, on va en faire un projet. Et depuis, je veux dire, il y a tout ce mythe, genre, on va me piquer l'idée, les gens vont le faire, mais est-ce que tu connais des gens qui se sont dit, attends, j'ai eu une fusée, je vais me lancer une fusée, je vais faire ça dans mon garage. Mais en fait, avec 9% du temps, ça n'arrive pas. Qu'en fait, le marketing, c'est hyper important. Ça crée ta crédibilité. Ouais, carrément. En quoi tu penses que le personal branding d'un CEO, c'est essentiel aujourd'hui? En gros, ce qui se passe, c'est que le CEO, en fait, c'est le premier vendeur de sa boîte. Mm. Enfin, il doit développer ses compétences dans ce milieu. Et si, par exemple, tu changes d'industrie, parce que ça se peut, hein, peut-être Ah. l'idée, je sais pas, t'es ingénieur aérospatial comme moi, et tu vas arriver aussi un peu, tu vois, moi, je suis un peu dans le milieu de la vente, j'ai pas de crédibilité. Bah, en fait, il faut qu'on montre que t'as un nom et que tu te fais un nom
dans ce milieu-là. Et en fait, ça prend pas une journée. Enfin, Rome, c'est pas fait en un jour. Et non. Et en fait, enfin, tu le vois aussi avec ce que tu as fait dans ta chaîne. Bah, ça fait 3 ans que tu postes, tu vois. Et aujourd'hui, t'as des posts à 300, 400 likes parce que t'en as fait à 3 likes il y a 3 ans, tu vois. Ouais, mais c'est ça, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Non, c'est ça. Et en fait, ça a plein d'intérêts parce que tu peux attirer des clients, mais attends, on parle pas de attirer aussi des talents. Enfin, je veux dire, quand il y a un mec pour recruter, ouais, c'est bien. qui respire la confiance, tu as envie d'aller bosser pour lui. Et oui. Quand tu veux attirer des investisseurs, c'est souvent le cas dans les startups deep tech ou impact, et attirer aussi les médias. Donc en fait, je veux dire, on fait tout ça, mais quand tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu vas taper son nom sur Google. Ouais, c'est t'as pas de résultat. Tu dis c'est pas bon site. bah ouais, c'est qui ce mec, tu vois. Ouais, Et en fait, si t'as passé des moments et des temps à construire ton image sur Twitter, sur LinkedIn ou quoi, bah t'as plus de matière, quoi. Ouais, c'est clair. Plus de crédibilité. C'est sûr. C'est la street cred. Et on en parlait tout à l'heure. À ton avis, pourquoi est-ce que les gens ont peur d'attendre que leur produit soit parfait pour le lancer sur le marché? C'est quoi ces peurs qu'ils ont? Ouais, Après, c'est légitime, hein. C'est vrai qu'on a toujours la tendance à attendre que tout soit optimal pour se dire, ouais. je suis prêt à le lancer, mais en fait, il faut d'abord lancer, Ouais. voir si ça plaît ou pas, et c'est à ce moment-là qu'on modifie un petit peu les choses. Parce que je pense qu'on a une vision très produit. Tu sais, genre, je veux faire je sais pas, moi, tu veux faire tu vois, même une coque de téléphone ou un verre d'eau, et t'attends de le voir, t'attends qu'il soit parfait. Ouais. Et peut-être ton verre d'eau, tu l'as fait carré au début, et en fait, tu t'es pas rendu compte que c'était pas très pratique pour la main. Mais si t'en as pas fait un, oui, si t'as pas testé en amont. ouais. Mais après, si on parle d'une fusée, enfin, je veux dire, si t'attends que la fusée elle soit prête, c'est un peu dur. Non, mais même un truc comme To Go, que j'ai une super boîte que j'ai interviewé il y a quelques jours, ils ont fait une première appli vite fait pour essayer d'avoir les retours. Ouais, d'avoir des retours. Mais l'appli, elle a rien à voir avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais dans un autre sens, si tu peux pas vraiment faire un produit avant, il faut aller voir tes clients et leur dire, moi, je vais développer ça. Tu vois, je sais pas, demain, je fais une appli qui te permet de booker 3 fois plus de rendez-vous commerciaux ou qui te permet d'enregistrer un podcast de qualité professionnelle chez toi. Rien dire ça. Mais en gros, est-ce que tu veux pas aller voir déjà des gens qui font des podcasts, qui enregistrent des podcasts, des influenceurs, et leur dire est-ce que ça t'intéresse? Et peut-être qu'en fait, il n'y a pas de marché. En fait, tu vas faire enfin, moi, j'aime bien, je critique pas, hein, j'adore les inventeurs du concours Lépine, mais il y a plein de choses inventées au concours Lépine qui servent à rien dans le marché. Et c'est une belle invention. Et on n'en a pas besoin. Ouais, mais c'est ça. Et donc, en fait, si tu vas mettre de l'effort, si tu vas mettre du temps, si tu vas mettre des années, enfin, on parle d'années, dans un projet, va voir dehors si on en a besoin. Et donc, c'est pour ça que je dis, va valider avant un maximum, et ça va t'aider en fait, ça va t'aider à valider que il y a quelqu'un qui va se dire attends, tu vois, tu vas me parler d'un truc, mais en fait ton truc il est bien, mais il ne servira pas à ça, il servira à autre chose. Il servira à quoi? Et en fait tu peux rapidement dériver sur un autre projet qui est presque le même, mais en fait qui va être le projet de ton marché. Et ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, d'autres idées, mais c'est ça, d'autres meilleures. Ouais. Mais tu t'es fait une idée en fait tu pars avec une boîte et tu te dis dans ta tête je pense que A, je pense que B. Et en fait, tout ça, c'est des hypothèses. Et oui, ouais. C'est dans ta tête. En fait, c'est important de ne pas avoir toujours des certitudes et au contraire de rester ouvert au... C'est ça, au retour de tes potentiels clients. Et en fait, parce que tu vois, tu te dis, bah, moi, mon client A, c'est lui, mon client B, c'est lui, mon client C, c'est lui. Et en fait, peut-être que le client C, c'est lui qui a le truc le plus brûlant. Et il va dire, attends, moi, je te paye tout de suite. Et là, en fait, tu as une différence parce que là, tu vas lui dire, attends, moi, je suis pas prêt. Mon truc, il est juste sur le papier. Et oui. Mais après, si tu as besoin de lever des fonds, tu lui dis, moi, une letter, ça s'appelle un letter of interest, LOI. Et les investisseurs, ils comprennent bien ça. En gros, tu dis, moi, je suis société A, je suis prêt à acheter pour 30 unités à ce prix-là à société B. Donc, et là, tu vas voir les investisseurs, tu dis, moi, pour arriver à produire ce que le monsieur veut, il me faut, je sais pas, 100 000 euros. Et là, tu vas les avoir, c'est 100 000 euros. Parce qu'en fait, tu as un marché. C'est ça qui intéresse tout le monde. Toi,
Après, tu peux embaucher, lever des fonds, tout est intéressant, quoi. Et moi, j'entends souvent aussi des gens qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur idée. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense que ça, c'est un podcast, enfin, c'est le mantra, je crois, un mec qui s'appelle David Flack de Start the Fuck Up, qui est un startup studio que j'aime beaucoup. Et le mec, il dit clairement, un jour, j'ai entendu, et c'est très vrai, c'est une idée, c'est de la merde. Et c'est très vrai, en fait, tu vois, parce que t'as plein d'idées, moi aussi, Ouais, plein d'idées. Mais est-ce qu'on lance des startups pour autant toute la journée? Bah non. Et en fait, c'est beaucoup l'exécution qui... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et On va en faire après, ouais. c'est ça. Et en fait, montre-moi, à part l'exemple hyper populaire de Mark Zuckerberg avec Facebook, et encore, enfin, je connais pas les détails de l'histoire, mais qui est vraiment le mec qui a pris une idée, qu'on a fait une startup, qu'on a fait des milliards. Mais est-ce que quelqu'un va copier exactement l'idée de la façon dont tu allais réaliser, tu vois? Et oui, ouais. C'est impossible. Il y a Impossible. plein Donc en fait, possibilités. parle-en de ton idée. Même au contraire, ça peut être que du positif parce que tu peux avoir d'autres avis, tu peux l'améliorer après en chemin. Une idée, ça vaut pas grand-chose, hein. Et sinon, tu m'as dit qu'il y a de plus en plus d'acteurs et de corporates qui s'intéressaient à ta newsletter. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, parce que moi, je le sais parce qu'elles me l'ont dit. En fait, il y a un phénomène un peu aussi opportuniste. En gros, il y a eu un flop en 2022-2023. Là, on est en mai 2025. Et du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont gardé leur argent ces 2 dernières années, beaucoup d'argent. Et maintenant, ils doivent quand même le dépenser parce qu'eux, ils ont des comptes à rendre. Donc, en fait, ils sont à la recherche de pépites. Donc, ils m'ont dit clairement qu'ils utilisaient ma newsletter pour avoir un nouveau flux entrant de start-up. Ils n'avaient pas forcément repéré, vu que moi je scanne le monde entier et la newsletter est en anglais. Et c'est sur Deep Tech et Impact, et du moment que ça résout, c'est un peu dans leur scope, ils le gardent. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent les garder pour la suite. Pas forcément investir des petits tickets ou des gros tickets en fonction de leur thèse. Mais ils sont dans le radar, et ça. Et après, les corporates, parce que y a plein de corporates maintenant qui ont des programmes d'accélération, des programmes pour travailler des startups. Et en fait, elles repèrent des boîtes qui sont potentiellement leurs futurs fournisseurs. Parce que, en fait, s'ils innovent pas, ils meurent. Et les gros corporates, il faut qu'ils innovent. Soit ils prennent des nouveaux sous-traitants, soit ils achètent, hein. Ils sont en mode espionnage, hein. C'est comme ça qu'ils arrivent à innover. Et à battre la concurrence par leur propre domaine. Donc moi je suis pas étonné, et c'est tant mieux parce que du coup il y a cette interaction entre les corporates et les startups, et il y a même une nouvelle, enfin moi j'avais pas anticipé ça, mais maintenant que j'ai fait plus de 50 boîtes dans ma newsletter, en fait il y a des interactions inter-startups. Pas pensé à ça. Trop bien. Ouais, il y a des startups qui me contactent des premières éditions qui me disent tu peux pas me mettre en relation avec la startup il y a 15 jours, tu vois, parce qu'elle m'intéresse et que c'est potentiellement un fournisseur à moi ou un client. Ça crée des vraies synergies en fait. Ouais, et ça, j'avais pas du tout anticipé l'inter-startup. Ouais, c'est marrant. Ouais, donc tu vois, bien, tu sais pas. Et c'est encore et voilà, c'est une belle surprise, que tu sais pas avant de l'avoir fait, en fait. Trop bien. Et du coup, selon toi, c'est quoi les plus gros challenges des startups là en 2024? Il y en a plusieurs. Mais en fait, c'est un phénomène très européen, je trouve, de construire des stratégies sales qui ont du sens, et d'arrêter donc ça c'est tout ce qu'on a parlé avant, donc du marketing et du personal branding qui fait du sens, qui fait sens, qui permet de construire une légitimité, et pas penser que ça va fleurir en 3 jours. C'est long. Toujours avoir une vision long terme. Ouais, c'est ça. C'est long de faire une marque, c'est long tu vois, d'arriver dans un domaine. Et après, le deuxième, c'est d'arrêter, et là je vais dire, mais d'arrêter de faire de la vente à tout va. Parce que moi je fais de la prospection cold, du call outreach, du cold calling, donc en gros la prospection de gens que je connais pas, et en fait ça c'est la mauvaise pub. Voilà, c'est les gens qui t'appellent, enfin on a tous l'idée en tête du marchand de tapis ou le télémarketeur voilà, pas qualifié, et qui t'appelle, et en gros ça tue la vision de la vente, je trouve, en Europe. Et oui. Alors que si tu passes un peu de temps pour te dire attends, qui je vends et qui je peux aider, mais déjà, tu as énormément de sources. Et en fait, c'est gratuit, et toi et moi, on l'utilise tous les jours, mais rien que LinkedIn, même la version gratuite, tu peux à peu près qualifier les gens et trouver. Et en fait, tu as une source illimitée de gens, parce que tu peux regarder les Français, et si tu peux regarder les mêmes en Allemagne, les mêmes en Espagne, les mêmes en Italie. Enfin, je veux dire, si tu explores tous ces gens-là, qui sont tes potentiels prospects, tu as déjà énormément de discussions à venir. Parce que si tu dis, s'ils sont qualifiés, faire un meeting avec chacun. Je veux dire, s'il y en a 100 en France, ça fait 100 meetings déjà. Ouais, non, c'est énorme. T'as pas d'excuses. Non, c'est ça, t'as pas d'excuses. Mais faire intelligent. Moi, je pense que c'est ça. Enfin, faire du marketing tôt,
et cible, enfin, et pas trop, enfin, mais ciblé en gros, dans le sens où tu cibles ton message, parle à tes potentiels clients, parle de ce que tu fais tous les jours, parle de tes rendez-vous clients, parle de tes salons, là où tu es présent, pour que les gens puissent te trouver. Essaye de trouver, en fait, si c'est dur aussi de poster, bah, essaye d'encourager tes employés à poster. Et oui. Je veux dire, et en plus, il y a plein aussi, si toi, t'es CEO et t'as pas envie de poster, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des ghostwriters, qui font ça très très bien, et du coup, tu peux faire confiance, tu vois, et si c'est vraiment difficile pour toi, et après faire des ventes, mais en disant, mais à qui j'aide, enfin, qui à faire quoi, Et oui, c'est ça. c'est tout l'enjeu de Reactor aujourd'hui, donc. C'est hyper intéressant. Et du coup, t'es salarié aussi en parallèle de ton activité là, chez Rector. Et ça t'apporte quoi d'avoir ces deux activités finalement? En fait, il y a la synergie parce que du coup, moi, je suis technico-commercial dans une deep tech, dans une startup deep tech. Aujourd'hui, et en fait, tout ce que j'apprends me permet de l'appliquer clairement dans mon métier de technico-commercial aujourd'hui. Et à l'inverse, moi, j'apprends, je suis en contact pas mal de gens dans mon boulot et du coup, j'arrive aussi à faire des capsules de podcasts, de newsletters, où moi je parle de ce que moi j'apprends en affrontant choses. Moi je suis très fan du learning by doing, donc moi mon but c'est de faire exploser les ventes de la boîte et de vraiment montrer que ce que je dis que je sais faire, je le sais faire. En fait il y a des synergies entre les deux. Il y a aussi le fait d'avoir un personal branding aussi sur LinkedIn, montrer que je suis pas que un employé, que en fait je sais parler à côté, et c'est hyper important maintenant dans les boîtes de concilier, de se dire attends, parmi les technico-commerciaux qui sont dehors, il y en a combien qui ont une newsletter à quoi comme podcast à côté qui arrive à durer dans le temps. Tu fais les podcasts, j'avais vu, il y en a plein qui arrêtent tout de suite. C'est ça. C'est énormément de boulot finalement. Ouais, et du coup c'est pour ça que moi c'est quelque chose des sujets que j'ai tech, la vente et l'impact. Donc j'ai vraiment essayé de lier tout ça dans mon podcast et ma newsletter. Et en fait moi là aujourd'hui la personne qui m'a embauché, c'est ma première lectrice. Pour te dire, elle lit plus que moi. Ah ouais, C'est un signe, tu vois. Et donc du coup elle a clairement pas envie que j'arrête parce qu'elle se nourrit de ce que je poste. C'est un super exercice. c'est un super exercice et une super récompense pour moi, que du coup ça veut dire que c'est apprécié et oui, et que c'est lu, et moi pas ça pour rien. c'est ça. Et du coup la qualité est au rendez-vous, et donc ça c'est cool, donc ça j'aime bien. C'est important. Bah ouais. Et du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie pro, ta vie perso, parce qu'on dit souvent que les deux sont mêlés. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre ou c'est compliqué? Ouais, j'arrive à trouver un équilibre. Enfin, j'ai fait prépa, donc prépa maths, donc j'ai beaucoup appris à savoir comment mes rythmes, comment je fais, tu vois. Et tu vois, avant ce podcast, on est arrivé vers 11h. Moi, j'ai travaillé de 6 à 9, tu vois, parce que mes heures de productivité, c'est très tôt le matin. Donc en fait, je me connais, je sais que pourtant je suis commercial, hein, mais il y a beaucoup de background work, il y a beaucoup de travail de fond à faire dans ton travail, à faire prospection pure et dure, hein. C'est clairement voir les gens, et on vient de passer Vivatech, mais faut entretenir le lien avec les gens que tu as vu à Vivatech, parce que les gens t'oublient, hein. De toute façon, les gens au quotidien. Oui, c'est les mémoires. Ouais. Donc non, j'arrive à gérer. Je sais que tu vois, j'ai des passes productives. J'arrive à caler mes propres podcasts et mes newsletters en fin de journée. Enfin, je dis, hein, moi je bosse samedi, dimanche parce que t'aimes ça? Parce que j'aime ça, en fait. J'aime ce que je fais. Je vois pas, tu vois, je vois pas pourquoi le dimanche je ne pourrais pas bosser. Et en plus, ça me fait plaisir parce qu'en fait, je fais plein de rencontres. Oui, on voit que t'aimes ça, ouais. Ouais, je suis quelqu'un d'extraverti. Te nourris des autres. Ça me demande pas d'effort, tu vois, de rencontrer des gens. Et je suis plus nourri par les interactions vivantes avec les gens. Et je trouve qu'il y a toujours des choses à apprendre d'autres gens, quel que soit leur parcours. Et en fait, tu sais pas aussi, tu vois. Tu sais pas à quel moment il y aura une rencontre qui va peut-être changer ta vie. Mais ouais, carrément. C'est sûr. Et t'as besoin de couper complètement les réseaux? Ouais. Ça m'arrive, et du coup, tu le sais, hein, mais je cours beaucoup et je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne pour des ultra trails. Et en fait, souvent, c'est mes moments off, tu vois. Soit j'écoute un podcast, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute rien du tout. Je cours et j'ai même pas de montre connectée, hein. J'ai une montre de la marque, on va pas dire agrandée. Personne ne saura de qui on parle. Mais c'est vraiment pour savoir l'heure, hein, qu'il est, clairement. Ouais. Et en fait, ça me permet de découper, mais et à la fois, c'est des moments où je suis hyper productif dans ma tête parce que je laisse mon cerveau aller là où il veut. Et ça m'arrive de me couper dans ma course ou dans mon vélo et d'écrire une idée business parce que ça me vient, tu vois, parce que je laisse mon esprit
vagabonder dans la nature. Et là, ça me vient. Donc en fait, ouais, il y a clairement des moments. Et il y a aussi clairement des moments où je coupe. Complètement. Ouais, je coupe. Tu vois, hier c'était un jour off et ça m'arrive pas souvent. Mais il y a des jours où je fais absolument rien. Et c'est pas grave, tu vois. Ouais, je vois que ça reset les batteries, tu vois. Et oui, ouais. C'est important. Bon, c'est bien. J'ai vu que tu avais interviewé récemment Camille, la première employée de Too Good To Go. Est-ce que tu crois que c'est un modèle à suivre? Bah, Too Good To Go, c'est une belle aventure. Hein. Ouais, et c'est même une belle humaine qu'elle nous a raconté dans le podcast parce que bah, elle a raconté les premiers porte-à-porte de Too Good To Go. Donc pour ceux qui connaissent pas, Too Good To Go, c'est une application qui va récupérer les paniers quasiment primés, les invendus, voilà, de restaurants. Hein. Donc maintenant ils sont, je crois, 1500 personnes. Ouais, ça a bien grossi. C'est ça a bien grossi. Je crois qu'ils sont dans 14 pays européens et plus les États-Unis. Et du coup, Camille, elle a vraiment fait les premiers pas France, Espagne et Amérique, donc les États-Unis. Et du coup, vraiment le porte-à-porte à chaque fois, tu vois, en français, en espagnol, en anglais. C'est pas mal. Et il y a plein de leçons aussi parce que elle a été sales, tu vois, elle a été head of sales et après elle a embauché quelqu'un quand ça a trop grossi. Ça a trop grossi et tu vois, elle a dit pas d'ego parce que moi je sentais que je pouvais embaucher quelqu'un qui produisait plus de 20 fois, 100 fois ce que je faisais. Et en fait, il n'y a pas d'ego, tu vois, j'ai changé de poste parce que, enfin, je pouvais embaucher quelqu'un qui était plus fort que moi. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans notre interview, c'est que, enfin, elle a gardé l'impact, tu sais, parce que, enfin, ils ont levé des millions. Enfin, tu peux perdre la tête, hein. Ah, non, mais c'est sûr. On connaît des potes qui ont perdu la tête. L'argent fou. Ça. Et en fait, eux, l'impact est hyper important. Ils recrutaient leurs commerciaux comme ça, leurs employés comme ça, pour les gens qui voulaient vraiment avoir un impact sur toi ces invendus. Et moi, j'ai un moment, elle m'a fait presque avoir la larme à l'œil parce que elle me parlait de tous ces restos, tu sais, qui font un samedi super et qui se disent que le samedi d'après sera super. Du coup, prévoient plus de quantité et en fait, ils vendent pas. Du coup, c'est triste parce que du coup, c'est leur, tu vois, c'est leur fond. Et en fait, elle me dit, on a gardé ces gens-là à cœur tout le temps. On le garde encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de sens de l'humain dans cette société. Beaucoup de la team. Donc, en gros, si tu veux évoluer dans la boîte, c'est possible. Elle a changé, mais je veux dire, j'ai essayé de compter le nombre de jobs qu'elle a eu en 8 ans dans la boîte. J'ai pas réussi. Ah oui. J'explique dans un podcast, mais en gros, je suis pas, tu vois, genre, une dizaine. Facile, une dizaine. Parce que elle a évolué dans la boîte, ses envies ont évolué, la boîte a évolué. Et elle cherchait là où elle pouvait avoir le plus d'impact. C'était super inspirant. Donc, vraiment. Faudrait que j'aille écouter ça. En plus, ça donne envie, ça peut faire progresser en anglais. Ah, bah, c'est une bonne idée. En anglais. J'en ai besoin. Et je veux savoir si toi, t'aimerais bien être investisseur à long terme. Pourquoi ça te plairait? Ah bah parce que en fait aujourd'hui moi je vois plein de petites boîtes et ça m'arrive aussi de faire des introductions à mon réseau et en fait je fais un peu cette première étape de filtre. Enfin, je vois pas n'importe qui, n'importe quelle boîte qui lève des fonds. J'essaie de renseigner, vraiment comprendre en détail encore plus que ce qu'il y a dans ma newsletter, qui est qui potentiel acheteur, qui a déjà signé, voilà, on rentre vraiment dans le détail du business. Je me renseigne beaucoup sur l'équipe, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a au début? Il y a qu'une équipe. Pourquoi? Il y a qui? Mais il y a aussi l'équipe, tu sais, l'équipe annexe. Mais tu vois pas, tu sais, tous les experts qui sont derrière la boîte, qui disent ah ouais, moi j'approuve, tu vois, j'approuve cette boîte. Ça c'est important parce que c'est les mecs qui vont les conseiller. Et en fait, du coup, il y a certaines pépites. Je me dis bah moi si j'avais eu une poche d'investissement aujourd'hui, j'aurais mis et peut-être même j'aurais mis tout seul, parce que je sens qu'il y a un énorme marché. Tu vois, il faut pas perdre de temps, tu vois. Et toi, c'est pas vraiment le gain d'argent qui t'intéresse? Non, parce qu'il y a pas mal de boîtes où, enfin, tu vas pas voir l'argent avant des années. Oui, souvent. Bah, c'est ça, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, si un mec qui arrive demain et qui te dit, bah, moi, je vais construire une centrale nucléaire petite, tu vois, un modèle qui permet de produire de la chaleur. Enfin, il y a plein de petites boîtes comme ça qui sont plus petites dans 10 ans. Et le moment où tu vois les retours sur investissement, ils sont très longs. Donc en fait c'est un peu un espoir, encore plus qu'une SaaS, tu vois, qu'une boîte software. Donc c'est très impact, mais en fait tu fais un énorme, comme tout investisseur, tu fais un énorme pari. Donc que ce soit à peu près diversifié pour que tu t'y retrouves. Mais ouais, du coup c'est pas tout de suite, mais c'est une ambition à, tu vois, 3, 5, 10 ans, pour avoir une petite poche d'investissement. Mais ça se fera aussi dans la logique, tu vois. Quand j'arriverai à me faire encore un nom qu'aujourd'hui, on me dira, ah ouais, Jérôme, il est crédible. Et à ce moment-là aussi, on pourra parler tu sais, d'embaucher, d'avoir des gens pour qu'ils aillent nous trouver des pépites un peu partout, tu vois. Mais moi, mon fonds sera aussi global, je pense. En fait, tu sais pas, peut-être qu'il y a un mec à Sao Paulo qui est en train de faire un truc qui va changer le monde. Et j'en ai typiquement un en tête qui est à Singapour et qui aimerait bien aller en Europe. Et
c'est dur de trouver une boîte un fonds d'investissement qui peut bien aller à Singapour, tu vas voir la boîte, faire l'effort et tout. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde global. Je sais, le changement climatique fait qu'il faudrait moins bouger. Et oui. Mais tu sais pas, tu vois, peut-être que la pépite, elle est là-bas. Il faut la soutenir. Moi, je vois des fondateurs, et c'est des fondateurs, tu sais, qui, ça fait 3, 5, 10 ans, tu vois, ils en veulent, tu vois, et ils lâcheront rien. Et il a commencé à ressentir ce phénomène de FOMO, tu vois, de rater un invest, de me dire, si j'avais eu l'argent, là, j'aurais mis mon ticket, tu vois. Je vais te faire un chèque. Tu prends les chèques des 10 euros. Non, mais ouais, ça revient. Ouais. C'est vrai que ça donne envie. Et sinon, un autre sujet, on entend de plus en plus parler des masterminds d'entrepreneurs. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Il est double. Moi, je trouve que ces formules de coaching très, très chères, il faut que tu arrives à savoir tout de suite les bénéfices. Il y en a à ce moment-là pour les solopreneurs. Donc oui, très connu. Ouais. Et je trouve que, si j'étais dans ce game-là, je trouve que ça a l'air crédible parce que ils ont fait leurs preuves, là, tous les gens. Même il a aligné pas mal de gens. Après, bien sûr, il faut la première fois c'est toujours dur, tu vois, la première promo c'est dur. Mais à la fois, tu vois, moi, c'est pas un truc que j'exclus pour moi parce que moi, je me tisse mon réseau coach et de mecs un peu experts qui sont même dans des boîtes, qui sont un peu experts dans leur domaine, tu vois, marché américain, le scale global, le marketing, le recrutement. Et en fait, je me dis, si un jour, moi, mon programme, je le ferai à un moment où je peux me dire, ah, ok, je suis légitime à dire à une boîte, tu mets 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros pour moi par an, et tu passes tes ventes de 100 000 à 10 millions. 3 ans. Et tu vois, j'aurai les outils, j'aurai l'assurance que je sais le faire. Et tu vas y arriver. Je sais le faire ou ma team, tu vois, la team que j'aurai assemblée peut le faire. Et en fait, il y a un deuxième aspect aussi, moi, que je trouve, et du coup, j'en ai vu pas mal, tu sais, les bootcamps, les workshops, les machins. Et je trouve que dans le mastermind, ce qui est important aussi, c'est que tu vas rencontrer des gens au même endroit qui veulent faire exactement le même bon que toi. Et ça, c'est dur parce que tu rencontres plein d'entrepreneurs toute la journée. Mais qui veut vraiment faire le chiffre d'affaires, le saut du chiffre d'affaires que toi, tu veux faire au même endroit, au même moment. Et je trouve que ceux qui arrivent bien à faire des masterminds aujourd'hui, ils arrivent bien à qualifier aussi les élèves qu'ils ont un peu le mindset. Et en fait, l'interaction... Toi, tu le sais, mais la somme des 5 personnes autour de toi. Je veux dire, si tu as 5 entrepreneurs à côté de toi qui sont peut-être dans des milieux parallèles, genre si tu fais une roquette, il y en a un qui fait, je sais pas, des satellites, l'autre qui fait des sous-marins, je dis n'importe quoi, des robots. On est 5 différents, mais on vend 5 fois des trucs mais complètement durs. Mais on a l'ambition, tu vois, de changer une industrie. On a l'ambition de faire vraiment un impact. Et du coup, à ce moment-là, moi, je me dis, si j'ai la méthode et que j'arrive à vraiment à bien mapper ça, j'aurai de la valeur. Et du coup, si je vois des masterminds dehors, je me dis, est-ce que, tu vois, cet ensemble de personnes, je vois bien qu'ils m'aideront à faire le bon, quoi. Si tu mets un chiffre au piste 12 000 euros dans un mastermind, je me dis, attends, si je mets 12 000 euros dans un mastermind aujourd'hui, est-ce que le truc il m'amène de 100 000 à 4 millions, tu vois? Ouais, il faut quand même un retour sur investissement. Ouais. C'est ça. Donc, et après, tu sais pas, parce que, comme tout, t'as une garantie de moyens, t'as pas une garantie de résultat. Et ouais. Si la personne derrière, elle fait rien, qu'est-ce que... Tu peux être pour rien. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien qualifier aussi en avance. Tu vois, essayer de poser les bonnes questions et pas prendre tout le monde, en fait. Non, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que, au final, moi, je pense quand je le ferai, parce que j'y viendrai, je pense que je ferai une petite promo au début. Une petite promo de 3 à 5 personnes. Parce qu'il faut quand même l'aspect promo, parce que sinon, c'est dur un peu. Tu le fais tout seul, ça va pas marcher. T'auras pas cet aspect de groupe. Par contre, il faudra que ce soit un peu bêta-testeur et qu'on se dise, attends, peut-être qu'il y a une liste d'attente derrière. Mais au moins, tu feras toutes les tu vois, toutes les erreurs. T'anticiperas. Tu feras plein d'erreurs, sûr, comme tout premier projet. C'est clair. Mais après, tu diras, attends, moi j'ai appris les 5 premiers, la promo de 15 d'après qui arrive, on est rodé, quoi. On est rodé. Carrément. Pour reparler du sujet qu'on parlait tout à l'heure, qui est la vente, c'est vrai que pour une entreprise, le plus important, c'est de vendre. Faire parler d'elle, c'est bien, mais à un moment, tu vois, faut vivre, faut payer ses impôts, faut payer ses services, on en a. C'est ça. Et du coup, pourquoi est-ce que tu penses que la vente, c'est vraiment une qualité essentielle à avoir pour un entrepreneur qui se lance? Parce que tu fais pas une ONG. Tu vois, t'es pas financé à coup de subvention. Okay. Ouais, à coup de like. Ouais. Le jour où les likes, ça fait donne de l'argent, tu m'appelles. Ça serait bien. C'est très bien, mais et en fait, à la fin de la journée, sur ton compte en banque, ce qui compte, c'est les euros. La vente, ça reste la compétence du CEO, même avant son ex technique. Et en fait,
moi, je vais clasher un peu pas mal de boîtes deep tech sans donner de nom, hein, mais ceux qui sont alimentés aux subventions au terminus du terminus, sans avoir vraiment fait l'effort d'aller chercher des clients ou de préparer le terrain des clients. Et ben en fait ils ont rien compris parce que enfin les subventions ça finit toujours par ça. Et oui. Un institut comme la BPI qui finance énormément de boîtes en France, ils sont pas là pour alimenter ta boîte indéfiniment. Ouais. Donc en fait, c'est pas là pour faire une ONG. Je veux dire si tu veux faire de la recherche, bah il y a des instituts de recherche. Ça marche très bien. Donc en fait, si tu veux faire une boîte aujourd'hui et c'est là où en fait je décourage, je souhaite pas encourager des gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit où en fait tu vas devoir faire de la vente. Et en fait un CEO avant que tu aies 15 personnes, 10 personnes, enfin entre 10 et 15 on va dire, entre le 10 et 15 tu vois c'est là où tu embauches ton chef de vente ou ton premier business et là tu peux un peu déléguer mais même enfin je veux dire même une boîte comme je sais pas moi comme Elon Musk au final Elon Musk il vend sa boîte encore tu vois, il est toujours un peu vendeur même s'il signe plus les contrats enfin où il va plus faire de la prospection à porte faut quand même qu'il soit là. t'es le premier vendeur de ta boîte. Et après, c'est là où, du coup, c'est la bonne réflexion à faire. Et où il y a des choses qui commencent à se faire où, en fait, on a trop essayé de sortir aussi, parfois, on essaie trop de sortir les chercheurs, mais ceux qui n'ont pas envie de sortir. Et là, tu te retrouves avec des chercheurs qui ont zéro envie de vendre. Et là, bah, c'est dommage parce que tu tues une boîte parce que la personne a juste pas envie d'aller bosser, en fait. Et en fait, on est aujourd'hui des startup studios qui se montent en coalition avec des labos, qui est un peu mieux. Où tu as des entrepreneurs qui ont fait la vertu entrepreneuriale, qui vont aller vendre et qui sont mis en relation avec des labos. Et dans les labos, les chercheurs restent parce qu'ils ont envie de rester. Et après, ils ont toujours la passerelle s'ils veulent changer. Mais c'est pas leur métier en fait de vendre. Je pense que voilà, il faut laisser tu vois l'église au milieu du village. Et si t'as pas envie de vendre, je pense que t'es pas bon à faire une boîte. Mais c'est ok. Tu vois, il faut de la recherche, il faut des ingénieurs, il faut des vendeurs, il faut de tout. Tu vois, en fait, si tu fais de l'effort de vendre au début de ta boîte, ça va pas venir. Enfin. J'en ai pas un seul exemple d'une boîte qui s'est dit le client va venir quand on sera prêt, alors que tu fais ni marketing ni vente. Mais non, c'est impossible. Qui va te connaître? Enfin, non, mais ouais, mais c'est encore beaucoup ancré chez les gens qui se disent bah quand je serai prêt, ça va arriver. Hein. Ils attendent. Non, toujours malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui croient que l'entrepreneuriat c'est un peu aussi le pays du bisounours, tu vois, où tu fais ta boîte, tout va tomber et tout, mais en fait, il faut vraiment aller le chercher le client, faut le comprendre, faut répondre à ses besoins et tout, c'est pas si simple. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes en vente, qui mériteraient des fois de se faire former un petit peu pour y aller, c'est ça. avoir moins peur finalement, parce qu'on a souvent peur de se prendre des portes et du coup, on n'ose pas faire des appels et tout. C'est dommage. Mais tu vois, moi j'ai un mec que j'aime beaucoup, je consomme beaucoup de son contenu, c'est Guillaume Moubèche de l'Emlist. Et en fait, c'est marrant parce qu'il aime pas appeler. Ouais. Tu vois, et c'est rigolo parce qu'il a un outil de call mailing donc, qui permet de contacter tout le monde. Et il a dit, moi je mets l'appel parce que j'ai pas envie d'appeler. Ok, mais c'est comme tout le monde. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à parler sur LinkedIn, d'autres par mail et d'autres par appel. Et quel est le canal où tu es le plus à l'aise? Il faut déjà en avoir un qui marche bien. Et après, il y a un truc qui est hyper simple à faire avant d'aller toquer au tout venant, mais contacte ton réseau. Enfin, tout le monde a son petit réseau à soi, et même si même si t'étais ingénieur et que tu lances une appli de coaching de muscu, ben t'as forcément des gens, qui ont pas le temps, qui ont peut-être besoin et qui sont dans tes amis, hein, et qui peuvent te donner un retour, dire bah ouais en fait ton appli elle est cool, mais et là le mais est intéressant. Et c'est ça. Et en fait t'as dans ton réseau, mais même dans ton Instagram, hein, tu vois, dans tes Messenger, t'as des gens et va voir tes copains, va leur proposer ton idée. Après, il y a le problème, c'est que, enfin, moi je le vois, hein, mais et j'envoie un soutien fort à ceux qui se lancent aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui se lancent en mode caché, tu vois, qui causent pas dire à leurs propres amis, à leur propre famille qu'ils ont lancé un truc. Et ça, c'est un truc typiquement bien et particulièrement français. Et c'est que, enfin, je déteste parce que moi, j'ai vu, enfin, vraiment de visu, des boîtes aux US où le mec, il dit, je suis embauché là et à côté, j'ai ma boîte à côté, tu vois. Il a lancé la boîte, il a rien et il lance et son boss est OK. Parce que c'est la mentalité, tu vois. S'il lance une boîte, c'est que le mec est bien dans sa peau, il se sent bien, et si ça se passe bien, et même l'ancienne boîte devient client de la boîte que tu ça se passe bien, parce que il y a pas de cliché, tu vois, il y a pas de problème à lancer sa boîte. Et en France, c'est pas du tout le cas. Enfin, il y a des gens qui se cachent et tout.
Qui ont Moi, peur que le patron la prenne. et moi, la dernière fois, attends, une amie à moi, je vois, sur LinkedIn, elle me demande une request, tu vois, c'est le même nom qu'elle, et c'est genre, elle fait du design intérieur. Et je lui dis, mais pourquoi t'as 2 LinkedIn? Elle me dit, parce que je veux pas confondre, il y en a un, c'est de l'aéro, l'autre, c'est du design intérieur. Mais je lui dis, mais c'est toi? Elle me dit, c'est la même personne derrière. Et oui, ouais. Et elle me dit, ouais, mais je veux pas confondre les deux. Mais j'ai dit, mais toi, tu es les deux. Tu vois, et tu es ces deux facettes Et oui, ouais. d'un même personnage. Et, elle me dit, ouais, mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oui, mais en fait, moi, peut-être que ça m'intéresserait de savoir ce que tu fais enfin, et pas d'avoir de contact avec. Ah oui, c'est compliqué après. Hein. Bah, c'est compliqué parce que tu t'y perds. Au final, les gens après qui sont dans le design intérieur, ils disent, bah, t'étais dans l'aéro avant. Ils le découvrent un peu tard. Là, on se dit, bah, t'es une seule et même personne. Ok, t'as le droit d'être passionné par l'aéronautique et le design. Bah oui, au contraire, c'est bien. Bah, C'est ouais. top, c'est top. Et en fait, elle a compris, tu vois, elle est d'accord. Bon, bah, c'est déjà bien. Mais elle a pas supprimé l'autre compte. Oui, Il faut que ça décante aussi. Ouais, bah ouais. Mais un jour, tu vois, je me souviens, j'avais vu un post où tu te dis, tu sais, les gens, ils te soutiennent quand c'est une évidence. Tu vois, peut-être même toi, tu l'as vécu, hein. Quand au début, tu te lançais, peut-être qu'au début, ils ont dit, bah ouais, Caro, avec ses vidéos Bah, sur LinkedIn. t'existes pas, hein. T'es pas connu. C'est ça. Voilà. Oui, mais est-ce que tes proches, ils disaient, allez, je soutiens Caro, alors qu'aujourd'hui, peut-être, ils sont là, vas-y, moi, j'y ai cru dès la première heure. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ils y croyaient pas. Non. Ils y croyaient pas. Et peut-être qu'ils y croyaient pas, mais et du coup, moi, c'est pour ça que je suis un fervent et admirateur et je soutiens. Et moi, j'envoie du big up aux gens, vraiment virtuellement si je peux pas ou en vrai si je peux. Et je leur dis big up parce qu'il y a, tu vois, au début, je sais c'est quoi la solitude du gars qui veut faire une boîte et autour de toi, t'as tout le monde qui est en CDI pépouze et toi, tu dis, je vais pas aller en vacances pendant 2 ans. Ouais. Mais je tente l'aventure et c'est dur, tu vois, d'avoir cette passion et de se dire, je tente. Ah oui, carrément. Au début, il faut vraiment hyper motivé, hyper concentré, mettre tous les autres de côté et y aller, quoi. Parce que... Ouais. Mais j'encourage aussi, tu vois, tous les autres aussi à dire à leurs potes. Soutenir, bah oui. Et voilà, et en plus, si tu peux acheter à tes potes, bah, soutiens. Bah ouais, demande pas une réduction. Non, c'est Il y a ça. plein qui font ça, tu sais. Ah ouais, Mon ça. ami, tu fais une prune. Ouais, mais si c'est ton pote, moi, si c'est dans ton budget, bah go, vas-y. Bah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on soutient les amis. Donc mais là, ça, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Hein. Ouais. Il y a un gros stigma en France. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai... Il dit tout bas, mais je le dis en France. Ça m'est arrivé, mais faut attendre un peu. Ouais, mais ça va venir parce que tu vois, la vague des freelances, la vague des solopreneurs, là, Oui, ça commence à arriver, tu vois. Ouais, c'est quand Mais il faudra peut-être une génération, tu vois, la Gen Z. De tu sais. toute façon, la Gen Z, elle va arriver, elle va tous nous balayer, là, avec leur téléphone dans la main. Ils vont être là, ok, bah, alors, ils vont faire, non, moi je bosse en freelance, je bosse pas en CDI. Ok. Sinon, on parle beaucoup d'environnement de plus en plus, hein. Tant mieux. Ouais. Mais savoir, qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que les entreprises vont arriver finalement à leur empreinte carbone? Quels vont être leurs défis pour arriver à faire ça? Ouais, C'est pas simple, hein. Ouais, on pourrait faire un podcast entier là. Il y a de quoi dire, ouais. Ouais, il y a de quoi dire. C'est d'arriver, moi je trouve que c'est d'arriver à implémenter dans des vieux systèmes des nouvelles pratiques. Par exemple? Bah, je sais pas, j'ai envie de vous citer une petite boîte que j'ai mis en valeur, la newsletter qui a pas longtemps, qui s'appelle Soutenir, qui est pas mal, qui permet aux employés de choisir l'association qu'ils veulent soutenir avec leur argent, l'argent de leur employeur. Tu vois, tous les boîtes et les grosses corporates qui ont ce budget-là. Et qui parfois te laissent le choix entre 3 boîtes, mais qui ne te parlent pas forcément. Peut-être c'est WWF, mais toi, tu t'en fous des animaux, tu veux sauver les fonds marins, et bah tu vas sauver les fonds marins. Et ça, c'est une pratique aussi où on laisse le choix à l'employé de choisir ce qu'il a envie de soutenir. Et peut-être que tu n'as plus envie d'avoir le cadeau du CSE à la fin de oui, ouais. Tu vois, la trottinette, peut-être tes enfants, ils en ont déjà une. Et en fait, tu vois, si tu pouvais mettre 40 € dans une association de ton choix, bah ça, c'est cool. Et du coup, c'est d'arriver à intégrer, c'est un gros défi, hein, d'arriver à intégrer dans les vieux process les nouvelles pratiques. C'est un gros défi. Après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'Open Innovation Managers dans toutes les grosses boîtes. Les grosses boîtes sont là, mais si elles innovent pas dans l'écologie, elles vont être pénalisées bientôt. Déjà pour les bilans RSE. Mais ça va aller de mieux en mieux parce que je pense que s'il y a un des sujets sur lesquels on s'entend bien en Europe, c'est l'environnement. Ça va encore. Et en fait, tu le vois, en fait, même déjà dans les appels d'offres, tu dois justifier de tes pratiques RSE. Ah ouais. Après, est-ce qu'on en est à la traçabilité de ces choses de façon pure et dure? Pas encore. Pas encore. Mais déjà, tu vois, de se dire qu'il y a une partie du budget qui est réservée à des pratiques RSE, bon, on va y venir, tu vois. Et après, là-dessus, je suis un petit peu pessimiste, je t'avouerai. Je me dis qu'en fait, on va encore atteindre
un cas extrême Ouais. pour que ça réagisse fort, pour qu'on arrive à se dire ah ouais non mais en fait là on a abusé, tu vois, on a un raz-de-marée de ouf ou un truc comme ça. Malheureusement ouais, je suis un peu la trop de série aussi là-dessus, mais peut-être, et on va peut-être atteindre une limite planétaire malheureusement. Et là on va se dire ah, en fait on n'a plus le choix de partir dans des gros plastiques. Mais après les choses changent et on le voit en 2023, les boîtes qui ont été le plus financées par les investisseurs ont été les boîtes dans le climat. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien. Ouais. Parce que c'est une bonne nouvelle parce que si les investisseurs investissent, ça veut dire qu'ils voient des boîtes rentables. Et rentabilité plus impact, bonheur quoi. Ouais. Donc trop bien. Ça veut dire des entrepreneurs qui arrivent à se payer et à la fois ils font du bien à la planète. Donc c'est bien. Mais en fait, ça vient d'en bas. Hein. Oui, c'est sûr. Parce que si toi, t'achètes que du bio et moi, j'achète que du bio, en fait, Auchan, ils vont se dire, attends, nos ventes de bio, elles ont monté. C'était une marque. J'étais trop de marque. Faut que t'en cites deux autres. Ouais, je cites Carrefour et Monoprix. Et bah, ils voient qu'on achète que du bio, ça va monter, tu vois. Ils vont se dire, attends, deux personnes, du jour au lendemain, arrêtez d'acheter nos marques repères. Tu vois, ils ont acheté bio, ah ouais, ça monte. Et on va peut-être faire du bio. Et en fait, le prix du bio va descendre. Et ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est le consommateur est aussi acteur, donc c'est très très important. C'est ça, j'étais un peu sceptique sur ça. J'ai changé mes habitudes et aussi alimentaires. Ouais. En fait, ça se voit, tu vois, les rayons bio commencent à prendre énormément de place. Oui. Et même dans les rayons normaux, tu vois la taille... Oui, que ça prend de plus en plus de... Ouais, tu vois qu'il y a des produits bio au milieu des produits normaux. Ouais. Et ça fait du bien parce que le consommateur, il prend et il regarde pas trop. Tout comme le bio n'est pas dans un rayon en mode c'est bio, c'est cher, malheureusement. Hein. Mais je pense que ça va venir de deux côtés, tu vois. Oui, ouais, forcément. Non, mais c'est vrai que faut voir aussi le côté positif et on voit qu'il y a quand même un... Enfin, les gens en ont pris conscience. C'est ça. Ouais. Donc ça et les jeunes, hein. On parlait de cette Gen Z. Et oui. Et eux, ils sont hyper, ils ont une force de sang. Ouais, ils disent là, moi, je veux un boulot qui a du sens, qui gâche pas la planète, qui me paye bien. Dans lequel je suis heureux, je me sens bien. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Mais eux, ils se disent ça en premier job, tu vois. Et oui. Ouais, ils ont pas attendu 3. Ouais, non. Tout à fait. Ouais, c'est fou. C'est temps et 35 ans et des ruptures quoi. Et pour reparler un petit peu de ta newsletter, t'aimerais avoir quoi comme partenaire idéal? Qu'est-ce que ça serait comme boîte? Alors moi j'ai deux types de partenaires. J'aimerais bien c'est des investisseurs que déjà en fait ça permet. Moi je trouve que les investisseurs des fois ils sont pas assez clairs sur ce dans quoi ils investissent et en fait c'est une relation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire pour arriver à ce que les entrepreneurs arrêtent de balancer leur deck à tout le monde, leur projet à tout le monde, c'est aussi bien de prendre le temps de dire on investit dans des boîtes de tel type pour tel stade. Et jusqu'à tel stade. Et en fait, ça permettrait d'être plus clean dans leur tu vois, leur pipeline de start-up. Ça, et après, le deuxième, c'est les corporates, donc les grosses corporations, les grosses boîtes, qui ont souvent des programmes d'accompagnement des startups. Donc, en fait, comme les startups sont déjà soit ils lisent ma newsletter, soit ils sont déjà dans ma newsletter. En fait, lire qu'il y a un programme dans une grande boîte pour accompagner les startups à être client, en fait, client de ces boîtes-là, ça les intéresse. Et à la fois où ça leur fait, ça permet aussi aux grosses boîtes d'être un peu plus attrayante pour les petites boîtes parce que ça peut être long de bosser avec une grande boîte et de montrer que telle boîte fait un effort pour aller acheter dans des boîtes risquées, faut le dire, hein, quand t'es nouveau, c'est risqué, de se dire moi je suis une petite boîte, la boîte X a l'air bien, je vais contacter, je vais cliquer sur le lien dans la newsletter de Jérôme et je vais pouvoir bosser avec cette boîte, c'est rassurant. Ouais, carrément. Et tu pourrais nous citer des noms là de boîtes que t'aimerais bien? Des boîtes comme genre Vinci, EDF, Airbus, Air Liquide, Dassault, tu vois, toutes ces boîtes-là, clairement, ils auraient la place pour un sponsoring dans ma newsletter, ils ont besoin d'innovation. Ils cherchent tous les jours des nouvelles boîtes avec qui collaborer. Et après, il y a des boîtes aussi, tu vois, peut-être un peu plus vertes, même Too Good To Go, tu vois, s'ils veulent un peu plus c'est des boîtes maintenant qui ont assez de rentabilité pour avoir un encart. Et en fait, parce que c'est que ça peut être du B2C. Plus les boîtes qui sont dans ma newsletter ont soit deep tech soit impact, donc elles ont ce mindset un peu de vouloir changer le monde. Donc si tu promeus, tu vois, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'habiller, et ça peut faire du bien. Donc en fait, des scale-up de l'impact, des Electra, Too Good To Go, c'est des belles boîtes qui ont clairement la place dans ma newsletter pour promouvoir leur service ou leur boîte. Hein, ok, bon, j'espère qu'ils auront entendu ton message. Hein. Il y a aussi un podcast, donc Reactor. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors Reactor, j'ai commencé par la newsletter elle a plus d'1 an, et le podcast maintenant il a que 2 ou 3 mois. Et en fait, je me suis dit, eh bien, je mets en valeur les petites, mais
comment je pourrais faire pour aller trouver les grosses, en gros celles qui ont déjà réussi, ou à interroger aussi les leaders de l'innovation dans le monde, dans les grosses corporations. Et en fait, du coup, créer le podcast qui permet de deux facettes. Donc, il y a cette interview. Moi, j'interviewe des boîtes qui ont déjà réussi, donc qui ont vendu des choses qui paraissent invendables. Comment elles ont fait, tu vois? Comment elles ont fait pour les premiers mois, tu vois, faire la marque, aller vendre alors que t'es personne, en fait. T'es deux, trois. Faut bien commencer quelque part. Oui. Et là, t'apprends, tu vois. Du coup, moi, j'apprends personne. Et surtout, le but, c'est que un max de gens apprennent. Et oui. Après, j'interviewe aussi, tu vois, leader. Donc là, j'ai un podcast qui est prévu avec Intel Ignite Europe, qui est le programme d'accélération des startups, enfin, une partie européenne d'Intel, où ils sélectionnent des boîtes qui pour eux ont du potentiel. Du coup, c'est hyper intéressant de savoir comment eux ça marche à l'intérieur, quels sont les modes de pensée. Et après, moi, j'en fais un peu mon journal de bord, tu vois. Donc, c'est-à-dire quand j'ai pas d'invité, bah en fait, je prends mon podcast et je me dis, là, j'ai fait 3 rendez-vous commerciaux, il y a 3 fois le même phénomène qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux en apprendre, tu vois? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et comment je modifie ça, tu vois? Donc, tu te filmes tout seul, alors? Ouais, je me fais tout seul, ouais, un podcast. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, et ça permet de poser les choses, en fait. Parce que, en fait, je rencontre des entrepreneurs via Reactor où je peux pas tous les aider. Je peux pas. Ben ouais, non, mais c'est ça. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait beaucoup au début. Mais pour qualifier aussi comment me positionner avec Reactor et tu vois ce qu'ils avaient besoin, j'avais beaucoup le sentiment que tu vois il y avait des problèmes. Tu vois, il y avait des problèmes dans leur façon de communiquer. Et donc un épisode que j'ai fait et qui est hyper évocateur, c'est tu vois la startup où ils sont 2, qui me disent qu'ils ont entre 4 et 10 marchés à adresser. Bah non, t'as pas 10 marchés, mec. Désolé. Mais si t'as un marché, fais-le bien déjà, fais-lui. Tu vois, et c'est des trucs comme ça. Et en fait, je peux pas parler à tout le monde et je me répète. Mais bon, après, c'est important de se répéter. Mais du coup, si je me dis, mon message, il est là, ça aide à montrer ma légitimité aussi. Non, bien sûr. En fait, un mec peut écouter ça en courant et se dire, attends, il a une belle idée là, Jérôme, je vais l'appliquer dans mon business, quoi. Donc, c'est ça le but. Et j'ai vu que tu avais lancé aussi un premier projet qui s'appelait Space Eternity. Jeter l'éponge un peu rapidement. Est-ce que c'est un regret pour toi ou pas? Alors, non. La question qui tue. On va pas parler que des réussites. Non, enfin, l'échec fait partie du truc. Il faut pas se leurrer, ça fait partie de mon chemin. Et en fait, c'est aussi la jeunesse de Reactor. J'avais une idée, du coup, pour donner le contexte. Space Eternity, c'était serveur en orbite autour de la Terre. À quoi ça sert? En fait, ça sert à stocker des données privées. Ça change pas. Donc, les données sont figées. Il n'y a pas moyen de réécrire, c'est vraiment one shot. Mais ça permettait d'éviter les catastrophes naturelles sur la Terre, piratage sur la Terre, des erreurs humaines et bombes. Voilà, du coup, il y avait un but humanitaire aussi, c'est culturel, c'était de stocker 10%, garder 10% du stockage pour l'UNESCO, Wikipédia, tout ça. Et du coup, en fait, moi, je suis arrivé avec cette idée-là en disant, 100% de l'espace va être une bibliothèque d'Alexandrie. Et en fait, ces ONG... C'est ambitieux, ouais. Ouais, et ces ONG, elles n'ont pas l'argent, tu vois, pour te payer. Ouais. En fait, je suis allé voir les privés, mais je me suis dit, qu'est-ce que... au début, j'arrivais même pas à poser la question. Hein. Tu vois, le fait de se dire comment des privés pourraient avoir besoin d'un système en orbite de data, et en fait, c'est que en parlant à des potentiels clients que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Mais il n'y a pas de regret dans le sens où... ma solution était très très chère. Est-ce que ma solution est 10 000 fois meilleure qu'un système au sol? Non, elle n'était pas. Et en fait, j'ai fait pas mal d'erreurs et moi, ça m'a fait apprendre énormément en fait. Et oui, ouais. Parce que j'étais solo, tu vois, on m'a dit lever des fonds, on m'a dit tu lèves pas de fonds quand t'es solo parce que rien que le cas de l'investisseur où s'il investit dans une boîte et le mec meurt, ça arrive, hein. Et du coup, en fait, quand on n'y pense pas. Ouais, on n'y pense pas. Et en plus, on est, tu vois, jeune et sportif. Au final, comment je pourrais peut arriver, ouais. Et ça peut arriver n'importe quoi, tu vois, même renversé dans la rue. Et tu vois, et en fait, des cas où il y a une clause, tu sais, dans les packs d'investissement, si un des cofondateurs meurt. Tu vois, c'est des cas qui arrivent. Donc en fait, Space Eternity, moi c'était une super aventure. Hein. Je regrette pas parce que j'ai vraiment appris. Aucun regret. Ça m'a amené à reconnaître mon moi de Space Eternity dans d'autres boîtes et me dire attends, tu es en train de faire les mêmes erreurs que Jérôme il y a 5 ans. et du coup c'est ça le truc, c'est de se dire attends, comment moi je peux aider 10 gars à faire différemment. Vraiment c'est une forte conviction que j'ai aujourd'hui. Et qui m'aide à alimenter Reactor toujours plus parce que
Il y en a. Il y en a des ingénieurs qui essaient de se dire, vas-y, avec mon produit, mon client va venir quand ça sera prêt. Je fais pas de sales, je fais pas de marketing, j'embauche pas de sales. Oui. Non, ça va pas. Tu vois, On- j'ai encore du boulot. Non, mais on sent que t'as vraiment cette envie d'aider les autres, d'inspirer. Ça fait partie aussi de ton caractère, ce que t'as au fond de toi. On sent que t'as vraiment ce why très très profond. On sent que tu l'as trouvé aussi aujourd'hui. T'as une certaine stabilité. On voit que tu vois, t'as des lumières dans les yeux. Je sais plus comment on dit, mais C'est ça, t'as vraiment trouvé ce que tu voulais faire et qu'aujourd'hui, bah, tu traces ton chemin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans les 2 ans à venir? me souhaiter que c'est marrant de se s'auto-souhaiter, mais non, en gros, bah après, je le prends comme une start-up aussi, tu vois. Mon projet, c'est de me dire dans 3 5 ans, j'ai une vision, tu vois. Moi, j'aimerais bien que mon média soit un peu une marque dans le marché des startups deep tech et impact. Mhm. Moi, je les ai réunis. Deep tech et impact, c'est parfois un peu incohérent, mais moi, je trouve que c'est la plupart des CEO, c'est des visionnaires, c'est des mecs qui veulent changer une industrie et ça prend du temps. Donc, en fait, ils ont une mission et vision forte et ils ont des trucs pas simples à vendre. Donc, c'est ça qui les réunit par rapport à un software. J'adore les softwares, hein, je suis très geek, mais deep tech et impact, c'est un peu différent. Tu vois, ils essaient de changer toute une industrie et ça, c'est très dur. Donc, du coup, dans 2 ans, 3 ans, moi, j'aimerais bien que tu vois, mon média ce soit reconnu et qu'on se dise moi il me faut je suis une nouvelle startup, je vais à la fois apprendre de Jérôme, de tous ses invités dans son podcast, je vais regarder sa chaîne, ça me passionne, et à la fois je veux que ma newsletter elle soit affichée chez lui parce que il m'aide. Moi quand je le fais, je donne l'exercice à une startup d'être dans ma newsletter, c'est pas en gros, c'est un format, tu vois, c'est formaté et ça permet de se dire, est-ce que si tu n'arrives pas à répondre à mes questions là aujourd'hui, on en parle, tu vois, parce que il faut te poser des questions parce que c'est pas clair. Ouais. C'est juste des questions comme j'aide tel type de société et là après il faut mettre à gagner du temps, gagner de l'argent, réduire en stress, réduire en nombre de sous-compte, sous-traitants, peu importe, grâce à mon produit, ma service, mon objet. Et en fait, si t'arrives pas à répondre à ça déjà, t'es pas rendu, tu vois. Et oui. Ça veut dire que t'es encore à l'étape où genre t'arrives même pas à savoir où t'es dans ton marché. Donc en fait, tu vois, d'ici 2 ans, je pense que j'aimerais bien être un média mondialement, hein, pas forcément être connu de tout le monde, mais d'être dans l'écosystème bien implanté, d'arriver à avoir eu dans les bons invités, tu vois, qu'il faut dans mon podcast, et après être en train de l'investissement. Donc Trop bien. ouais. Et quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui? Parler un maximum de son idée à un maximum de gens, tu vois, un maximum de gens, d'aller voir ceux qui considèrent comme des clients et pas essayer de leur vendre. C'est-à-dire, va voir quelqu'un et dis-lui, bonjour Caroline, j'ai vu que tu étais experte en création de contenu sur LinkedIn et moi, je vends des caméras. Tu vois, je vends des caméras et je voudrais savoir, tu vois, ton avis d'experte sur tel type de caméra en fonction de ce que tu as fait, ce que toi tu as utilisé. Et en fait, tu prends un call avec cette personne-là qui t'accorde, parce que t'accorder du temps, c'est déjà de payer, hein, Et oui. tu vois. Si toi tu prends un call avec cette personne-là, et tu donnes de ton temps et ton temps c'est de l'argent. Et donc en fait, tu te dis, bah non, mais en fait, il a la bonne attitude, me vend pas un truc au début et tu dis, en fait, c'est quoi son besoin à Caro? Peut-être qu'elle a pas besoin d'une caméra, parce que peut-être qu'elle a un studio de podcast. En fait, t'as l'impression qu'elle fait du vidéo et en fait, tu dis, ah, Caro, elle est trop avancée. Caro, c'est pas ma cliente. Mais va voir la fille qui est, tu sais, la Caro il y a 1 an et demi, Et oui, ouais. qui faisait pas de podcast en studio. C'est vrai, peut-être que cette personne-là, ou alors tu vas avoir des Caro mobiles, c'est-à-dire des gens qui sont sur les routes, qui filment en compétition. Et en fait, tu vois, c'est que en parlant aux gens que tu verras si y a un problème en fait. Et oui. Est-ce qu'il y a un problème? Ouais, carrément. Tu vois? Parce qu'en gros, c'est pour faire changer quelqu'un d'habitude, tu vois, si toi tu veux acheter une caméra, faut que tu sentes que tu as besoin d'une caméra. Et je me dis, ça va pas être 2-3 fois plus fort, faut que ce soit 10 fois plus fort. Je me dis, attends, là, le mec, il me propose une caméra, ça résoudrait. Imagine, tu trouves une caméra qui permet de faire des vidéos stables quand tu marches en pleine nature, en feed YouTube. Voilà, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, là, il a un truc, le gars. Tu vois, je peux aller me filmer en Auvergne et la caméra elle bouge pas, j'ai pas besoin d'un gars parce que sinon il y a un gars. Hein. Et oui. Et tu vois, et là tu te dis ah ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu proposes. Ouais, carrément. Et ça tu le sauras pas avant d'aller. Donc c'est de parler et même de parler, tu vois, de parler à tes proches. Ok, c'est dommage pour eux s'ils comprennent pas.
que tu es en train de, tu vois, de passer à la step d'après, que tu te lances dans ce projet. Et bravo, tu vois, bravo de te lancer parce que c'est pas facile. Mais il en faut des gens qui se lancent parce que il y Bah a oui. plein de problèmes, on a plein de problèmes. On a tous des problèmes. Ouais, on a tous des problèmes, mais tu vois, et moi, j'ai envie de trouver dans les pots cachés, tu vois, toutes les boîtes qu'on lance pas. Parce que dire, c'est ça aussi ma motivation, c'est que il y a un mec qui se dit, attends, moi, je connais la solution qui remplacera le pétrole. Tu vois? Et là, je me dis, si moi, j'arrive à motiver ce mec-là à se lancer, j'aurais gagné ma journée. Oui, ça Tu c'est vois? sûr. Il y a beaucoup de potentiel. Trop bien. Mais écoute, merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Caro. Du coup, bah, je vous souhaite à tous de suivre son super podcast, s'inscrire à sa newsletter Reactor. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour reparler de tout ça alors. Carrément, carrément. Merci Bon, beaucoup, Caro. à Merci à tous. bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.